C'est l'équipe du soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes à la veille de quoi? Du Tour de France qui débute à Bruxelles. Et voici le joli cadeau que nous voulions vous offrir. Cadeau symbole du Tour de France de cette grande boucle. C'est le centenaire. Ce maillot a 100 ans. 100 ans que le maillot jaune existe sur le Tour de France. Compte Twitter de l'équipe du soir. Vous retweetez, vous followez, tirage au sort évidemment à la fin de cette émission. Un Français qui gagne le Tour. Vous y croyez? Je ne sais pas pourquoi je suis une grimace. Pas très agréable. Vous y croyez, oui ou non? Compte Twitter de l'équipe du soir, là encore. Et cite l'équipe. Aime-t-il le cyclisme? Et évidemment, tout le monde aime le cyclisme. C'est le cas de Sébastien Tarago. Bonsoir, président Tarago. Évidemment, Lucho Herrera. Une légende du cyclisme. Colombien, on est dans les années 80, là. Maillot à poids. Sébastien, il aime beaucoup le cyclisme. Ah oui. Les termes techniques. Sébastien Tarago, je vous présente Dominique Sévrac. Quintana, c'est mon héros. Nero Quintana. Ah oui, Nero Quintana. Ouais, très bien. Super. Bertrand Latour, pas besoin. Bonsoir. Brûle de passion pour cette petite reine. Et pour Thibaut Pinot notamment. Et pour Thibaut Pinot, col de hors catégorie. Dans quelques secondes, on a un débat sur Thibaut Pinot suite à son interview magnifique dans l'équipe. Le spectre de l'équipe du soir, la bicyclette. Hein? Vous voulez que je vous parle des époques, Rick Van Looy, Van Insten, Sels, Van den Bergen, la belle époque, Barricade. Barricade, On s'invitera que pour le vélo. Dédé Darrigal. Dédé Darrigal. Le flingueur. Et Greg Schneider, bah vous êtes le 4x4 de la culture sportive, donc là on est sur de la Rolls. On est sur de la Rolls. Cinématographique et musical. Venceslav Ekimov. L'express de Novosibirsk. Et c'est pas le Draxler du journalisme. Ça y est, ça recommence. Ça y est. La ligne de demain, dans l'équipe, il y a 20 pages. Hein. C'est un spécial Grande Boucle. Il y aura également d'autres infos qui vous intéressent. Le mercato, nos jaunes années. Regardez, l'impression est en jaune. C'est d'ailleurs l'origine du maillot jaune. Hein. Mes petits, retour à nos moutons. Thibaut Pinot winner. Interview magnifique de Thibaut Pinot aujourd'hui dans l'équipe. Alors je vais vous raconter la manière finalement dont j'ai découvert cette magnifique interview. En une, je suis un peu interpellé, je suis un peu allumé. Il va se passer quelque chose de grand. Page 3, je monte au rideau. Je lis mon Thibaut Pinot un jour, les planètes seront alignées. Page 4, c'est le drame. Je sais que si je gagnais le Tour de France, je n'aurais plus cette vie-là, tranquillité. Est-ce que j'ai envie de changer de vie? La réponse est non. Est-ce une interview qui confirme qu'il ne gagnera pas le Tour cette année? À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, c'est un simple duel, mais tellement efficace. Et qui a été? À cette question fermée, Dominique Sévrac, vous répondez oui. Bertrand Latour n'a même pas dit non. Il a dit pas du tout. Voilà, il est vexé. Bertrand, pas du tout par rapport à ma lecture. Là, moi, je suis passé du nirvana à un état de dévastation. Pas du tout. Rassurez-moi, Bertrand, vous avez 30 secondes. Mais on est tous plein de contradictions. Ça, c'est normal. Et Thibaut Pinot en a, comme tout le monde, et comme Dominique Sévrac, qui n'aime pas être reconnu dans la rue par les gens qui lui demandent des autographes, par les jeunes filles qui leur donnent leur lingerie. Et au final, Dominique Sévrac apparaît tous les soirs sur une émission de télé très regardée. Donc voilà, c'est la preuve qu'on peut avoir des contradictions. Et Thibaut Pinot, je suis persuadé que quand il sera dans la côte pour arriver à Val Thorens la veille de la dernière étape du Tour de France, s'il peut gagner le Tour de France, il s'en privera pas. Il va pas pousser les freins pour dire j'ai pas envie de gagner parce que j'ai pas envie d'être reconnu. C'est une simple contradiction. Ok, 30 secondes pour Dominique. Non, mais j'ai absolument rien compris à ce qu'a dit Bertrand, mais c'est pas grave. Non, en fait, c'est un champion, mais c'est pas un grand champion. Parce que c'est un grand champion, c'est quelqu'un qui veut avoir une vie hors norme, c'est quelqu'un qui veut changer, quelque chose de bigger than que lui, quoi. Et donc c'est quelqu'un qui veut changer de dimension. Et là, Monsieur Pinot, il veut rester dans sa petite vie, dans ses petits chaussons. Et est-ce que tu penses que Cristiano Ronaldo n'a pas changé de vie? Est-ce que tu ne penses pas que Messi a changé de vie? C'est ça des grands champions. Est-ce que Hinault n'a pas changé de vie? Si, ils ont changé de vie parce qu'ils sont devenus des très grands champions. Fin de ce duel. Compte Twitter de l'équipe du soir. Je ne sais pas si vous avez parcouru les colonnes de l'équipe aujourd'hui, vous avez lu l'interview de Thibaut Pinot. On fait ce premier débat avec cette interview magnifique réalisée par Alexandre Rousse. Est-ce une interview qui confirme qu'il ne gagnera pas le Tour de France cette année? Dominique Sévrac a dit oui, Bertrand Latour a dit non. Compte Twitter de l'équipe du soir, l'arbitrage est maintenant réservé au président. Ça va être grotesque. Mais moi, je suis pas comme Dominique Sévrac, c'est-à-dire que malheureusement, j'ai absolument tout compris à ce qu'a dit Bertrand Latour. C'était quoi qui va changer quand il Le seul souci, c'est que j'ai pas compris où vous voulez aller, quoi. Non, mais son argument, c'est de dire que ça changera. Quand il gagnera, ça changera. Son argument, c'est que quand il y a des gens dans la rue qui t'offrent leur petite culotte,
T'es content mais pas content. Bon, connaissant Dominique, je pense qu'il serait content. Mais pour aller plus sérieusement sur le sujet, franchement, il est très touchant, Thibaut Pinot, évidemment. C'est une interview, c'est pas parce que c'est dans l'équipe, hein. Franchement, c'est une interview remarquable à lire. Mais ce n'est pas un champion, ce n'est pas un champion. Un champion, il n'a pas de contradiction. Un champion, il veut gagner tout le temps. Et il s'en fout, mais bien sûr qu'il est binaire, un champion. Un champion, il veut gagner quoi qu'il en coûte, et il n'y a pas d'autre issue pour lui. C'est ça un champion. Un champion dans le sport, ce n'est pas un mec normal. Ça n'existe pas, ça. Un président non plus, la République non plus, c'est pas un mec normal. Mais non, c'est des gens, s'ils gagnent, c'est parce que justement, ils ne sont pas comme les autres. Et tu ne peux pas vouloir être comme les autres et vouloir être un champion. Ça n'existe pas. Donc point pour. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Point pour Dominique Sévrac. Au contraire. Sébastien, vous avez été brillant, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément tenu la promesse que vous nous avez faite dans la première partie. Vous avez donné votre opinion, mais vous n'avez pas forcément arbitré le duel. Qui s'en est le mieux sorti? Ah non, franchement, Dominique. Indépendamment de votre position. Indépendamment de ma position, Dominique, pour le coup, s'en est beaucoup mieux sorti. Pendant 20 secondes, il a parlé des petites culottes dans la rue. Vous prenez des métaphores, vous comprenez rien. Vous êtes on va pas donner un point. On va pas donner un point à Bertrand alors qu'il n'avait pas Lui, c'est président, c'est le prof des duels, quoi. C'est lui qui fait des duels maintenant. Inos, c'est le professeur. Parce que t'as pas de petite culotte. Greg Schneider, s'il vous plaît, je vous invite à participer à ce débat. En fait, je pense pas, contrairement à Sébastien, qu'il y ait une essence du champion. C'est-à-dire que tu peux gagner sans que tout soit organisé pour que tu le fasses. Mais et c'est là que par contre, là, il va vous poignarder. Voilà. Non. C'est la victoire change le mec. C'est-à-dire que effectivement, je pense que Pinot peut gagner, et contrairement à ce qu'il croit, s'il gagne le Tour de France, parce que moi je lui interdis pas, la victoire le changera, dans des proportions dont il n'a pas idée. C'est la fameuse phrase de Didier Deschamps après le titre mondial l'année dernière. Les gars, vous serez plus jamais pareil, votre vie va changer de A à Z. C'était Laurent Blanc aussi qui avait dit ça. Oui, c'est-à-dire que Pinot, c'est-à-dire que je pense que c'est pas t'as pas la victoire en toi, mais la victoire va te changer. Si elle survient, elle te change. C'est-à-dire que tu dois te comporter différemment, tu es attendu, tu as les obligations médiatiques, tu as ceci, tu as cela. Donc tu changes de planète. En gros, on n'a pas ça en soi. Mais la victoire transforme l'homme, ça c'est sûr. Donc je suis plutôt du côté de mon. Quelqu'un qui ne veut pas changer de vie, quelqu'un qui ne veut pas changer de vie comme lui, il va toujours y avoir, de manière consciente ou inconsciente, un obstacle. Mais alors, pour gagner, il faudrait un concours de circonstances. Ça n'arrivera peut-être, mais un concours de circonstances incroyable, puisque ce monsieur ne veut pas gagner fondamentalement. Non, parce qu'il est peut-être bien sûr que. Alors c'est quoi? Non mais dans ces cas-là, le champion c'est Armstrong. C'est Armstrong, aucun frein, aucun. Non mais Armstrong a énormément de défauts et parmi les plus graves dans le sport. Mais en revanche, c'est un champion, oui. Non, c'est pas un champion, c'est un truand. C'est un champion tricheur, mais dans la mentalité, c'était un champion. Non. Ronaldo, c'est un champion. Messi, c'est un champion. Michel Platini, c'est un champion. Ce sont des champions. Et ça ne veut pas dire que ce sont toujours des vertus, des modèles de vertu. Loin de là. Loin de là. Gilles Favard. Non, mais si j'ai bien écouté, vous allez bien? Ça va, vous? C'est pour une fois que c'est un peu enlevé. C'est vrai. Non, mais ce que veut dire Sébastien, il dit. Ça commence mal, c'est pas clair. Non, mais si, pourquoi c'est pas clair? Vas-y, je plaisante. Pourquoi c'est pas clair? Il veut pas gagner. Moi, je pense qu'il veut gagner, mais il veut gagner à sa façon à lui. Dans sa manière de vivre à lui. Dans sa démarche. Alors après où je te rejoins, c'est que dans sa démarche, il gagnera pas. Donc il sera pas un champion. Voilà, donc il gagnera pas. Mais tu ne peux pas gagner. Non, mais s'il veut rester. S'ils se cassent tous la gueule. Non, mais mais pour. Moi, tout le monde a envie qu'il gagne. Là n'est pas le problème. Ce que je veux dire, c'est que quand on veut gagner, surtout ces compétitions-là, on est un homme à part. Tu vis à part. C'est un mec à part. Greg. Oui, mais c'est un être à part dans sa manière de vivre. C'est pas dans sa manière d'être sportif de haut niveau. De très haut niveau. Si on revient, je voulais juste. Et pour moi, il y a une différence avec ce que tu dis. Je reviens sur Thibaut Pinot qui refuse le végétariat. J'ai bloqué un peu sur cette phrase. En gagnant le Tour, donc il y aura une vedette. Il refuse un petit peu tout ça, cette vie-là. Ça lui fait peur. C'est pas pareil. Excusez-moi, non, je m'interroge. Est-ce que c'est un blocage, un rejet, ou est-ce que c'est aussi une porte de sortie, une posture? Mais peut-être parce qu'il y a aussi, pour expliquer l'échec, c'est pas possible. Moi, je l'adore. Franchement, je l'adore. C'est un de mes coureurs cyclistes préférés. Mais il y a aussi une autre contradiction, c'est-à-dire que Thibaut Pinot nous dit tout ça.
Et en même temps, je ne voudrais pas dire une énorme bêtise, mais je pense qu'il doit prendre plus d'une barre par an. C'est 1 million par an. C'est-à-dire qu'il Thibaut, il gagne quand même plus d'1 million d'euros par an. C'est-à-dire que il n'est pas non plus. Moi, je veux pas de truc. Mettez-moi 3 000 par mois. Et donc c'est-à-dire qu'il accepte aussi certaines choses. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on a tous des contradictions. Et peut-être que le jour où il aura gagné le Tour de France, il sera très content d'avoir gagné. Et puis au final de faire des selfies dans la rue, ça le dérangera pas tant que ça. Ils ont des contradictions. Et même les mecs dont tu parles ont des contradictions. C'est pas parce qu'on les a pas vus. Ce qui fait quand même l'essence d'un champion, c'est quand même pour un cycliste son moteur. Et on parle quand même d'un cycliste qui a déjà fait 3e du Tour de France, qui a été meilleur jeune du Tour de France, qui s'est imposé sur tous les grands tours, qui a disputé sur les trois grands tours. Est-ce qu'il organise ça? Mais si on n'est pas cycliste de haut niveau, c'est des mecs qui font 40 000 bombes par an, donc évidemment ils ne font que ça. Les exemples qu'on a cités, Platini, Zidane, Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé, Miguel Indurain, ils organisent leur vie par un cortex mental obsessionnel de la victoire. Ils se lèvent, ils bouffent pas un petit déjeuner, ils pensent à la victoire. Après, il va pas s'entraîner, il pense à la victoire. Après, il va pas voir sa femme au cinéma, il pense à la victoire. C'est toute la journée, c'est tout le temps. C'est que ça. C'est une obsession, c'est même maladif. Juste, on va là, ton Thibaut Pinot, il va avoir une vie normale, prendre un petit coup de rosé le soir avec les copains, non? Mais pas du. Mais non, mais franchement, t'as pas le droit de dire ça. Mais c'est parce que c'est faux. T'as pas le droit de dire ça. Franchement, t'as pas le droit de dire ça. Vie normale. Mais non, parce que c'est normal. C'est pas faux. La vie normale, c'est pas pour lui, c'est pas boire. Il vit, par exemple, il vit avec des animaux et il est bien tout seul avec ses animaux dans son coin. On parle pas d'un mec qui se bourre la gueule, on parle pas d'un mec qui se dit ça. Il a pas dit ça, Dominique. C'est une image. Mais déjà, je veux pas dire qu'il boit, mais j'ai bien compris. Il a jamais dit qu'il buvait ça. C'est faux, puisque c'est bien un sport où tu peux n'être qu'à 100%, c'est le vélo. C'est-à-dire qu'un footballeur, il peut être excellent sur le terrain, marquer 3 buts, et puis après, quand il n'y a pas de match pendant une semaine, aller en boîte de nuit. Un cycliste, il ne peut pas. Ces gens-là, ils peuvent pas, ils ne font que ça. Et tous, d'ailleurs, le meilleur et le moins bon. Le journaliste intervieweur Alexandre Rousse de l'équipe. D'accord. C'est pas vrai. Le journaliste. Dans les années 4. Bon, pardon. Non, le journaliste intervieweur Alexandre Rousse de l'équipe. Roland, il était un peu comme moi. Mais alors, quand vous parlez de planète alignée un jour, on parle de quoi? D'une victoire dans le Tour? Réponse de Thibaut Pinot. Pas forcément. Un Tour réussi. Donc là, on est dans la tête de Pinot. Comme Julien Alaphilippe a pu le faire l'an dernier, c'est magnifique. Il a été quoi? Meilleur grimpeur avec 2 victoires d'étape à la clé. Est-ce qu'en fait, il vient nous donner son objectif? Voilà. Ou l'objectif finalement d'un Tour réussi. Non. Mais il fait du cyclisme sur le Tour de France. Non, du cyclisme il est dans sa manière. Il est dans la. Ce que je comprends pas, c'est un mec qui a une démarche. Et lui, il reste dans cette démarche. Et cette démarche le mènera où elle le mènera. C'est ça qu'il explique durant l'interview. Il explique pas autre chose. Par exemple, Bardet, c'est qu'il vous explique ça très clairement. Mais non, parce que la victoire, c'est quoi? La victoire, c'est à la limite. La victoire, on va lui donner dans 5 ans parce qu'il y a un mec qui sera déclassé pour dopage. Ça n'a aucun sens. Lui, il doit être dans un chemin. On n'est pas en train de juger la personne. On juge pas la personne. C'est que Kylian Mbappé, c'est un champion. Oui. Mais tu l'aimes ou tu l'aimes pas, c'est autre chose. Mais c'est pas, on peut pas dire Kylian Mbappé, c'est tout le monde. C'est un champion. Cristiano Ronaldo, c'est un champion. Lionel Messi, c'est un champion. On va en citer combien? Lui, peut-être gagnera-t-il un jour le Tour de France, je n'en sais rien. Sans doute est-il une personne merveilleuse, mais ce n'est pas un champion. Donc, un champion ne parle pas comme ça et ne pense pas comme ça. Sauf que le vélo, c'est tout. Les cyclistes, tu peux pas les comparer. Il fait que ça. Ça paraît difficile, ces comparaisons. C'est ça qui est contradictoire. Et Cadel Evans, qui a été champion du monde et qui a gagné le Tour de France, c'est un champion ou pas? Gilles Favard va vous répondre et va conclure. La contradiction de Pinot, elle est simple. C'est-à-dire qu'on connaît les sacrifices qu'il faut faire pour être coureur cycliste, et il a raison. Bertrand, quand il dit le meilleur ou le moins bon, ils font les mêmes efforts, ils font les mêmes kilomètres à l'entraînement. Il y en a un qui va un peu plus vite que l'autre, c'est tout. C'est ce qui est étonnant, c'est qu'en faisant ces efforts-là, il n'est pas la tête en se disant non, je veux tout bouffer, je vais gagner. Non, il est là. C'est ça que je comprends pas. C'est pour ça que c'est pas un champion. Mes petits, qui gagne? Est-ce que c'est Bertrand? Est-ce que c'est Dominique quoi? Le Parisien, 60-40. Bon, rendez-vous. J'adore les selfies, j'adore les autographes. Mais en même temps, forcément, la probabilité qu'il gagne le Tour de France est plus faible que celle qu'il ne remporte pas. Mais pour moi, c'est un champion. Est-il un grand champion? Mais pour moi, c'est un très grand champion et il va le prouver. Attention, mes petits, Neymar veut partir. Conférence de presse du président Josep Maria Bertomeu, le patron du Barça. Le sujet du jour notamment Neymar. On écoute tout de suite le président du FC Barcelone. On sait que Neymar veut quitter le PSG, mais on est aussi conscient que Paris n'est pas vendeur. Il n'y a pas de discussion possible. Dans la P1 de l'équipe du soir, Gilles Favard a conclu le débat. Je vais tout de suite demander le replay. Ah oui. Les mecs qui ont le volant à l'heure actuelle, c'est le Paris Saint-Germain. Ce n'est pas Barcelone. Il s'est couché, le président de Barcelone, le grand Barça.
qu'on nous surine pendant toute l'année. Il s'est couché le mec ce soir en disant ce qu'il a dit. Mais parce qu'il s'est couché. Il a dit clairement je peux pas le payer. Le président du Barça s'est couché. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec Gilles Favard? Est-ce que Gilles est d'accord avec Gilles? Non, Ah bon. Gilles est d'accord avec moi. Il a changé d'avis. Qui est d'accord avec Gilles et surtout qui n'est pas d'accord? Il y a plein d'autres interprétations possibles. Oui, c'est ça. Voilà, je veux dire, on peut les gars, pas de précaution à attendre, il n'y a pas personne de n'est d'accord. il y a d'autres interprétations possibles avec tout le respect. Qu'est-ce que tu appelles par se coucher? C'est-à-dire qu'il a dit devant les caméras qu'il n'avait pas les 300 patates ou les 200 pour plus un joueur pour se faire Neymar, c'est ça? Il t'a expliqué concrètement que Neymar voudrait bien revenir chez lui, mais qu'il n'en a pas la possibilité parce qu'il ne trouve pas d'accord avec le Paris Saint-Germain, alors que l'accord il est très simple, il faut juste faire un chèque. En fait, je ne sais pas à qui il parle, je ne sais pas s'il parle à Messi, je ne sais pas s'il parle aux socios, je ne sais pas, en fait, il y a tellement de billards à 8 bandes dans ces trucs-là. Un billard, très étonné. Tu sais très bien que ça avance petit à petit, Non, mais petit pas par petit pas, et qu'ils envoient des messages. Mais le message, il est quoi? Ils veulent quoi, eux? Ils veulent que Neymar revienne et balancer 3 joueurs au Paris Saint-Germain. Ils sont pas idiots, tu le sais très bien. Ils sont pas idiots, mais ils ont essayé. Ils savent qu'ils ont essayé. Ils ont pris pour des idiots ici. Tu connais les relations entre le Paris Saint-Germain et le Barça. C'est pas si simple que ça. On leur a fait passer le message. Je sais pas le chiffre, je le connais pas. Le Parisien le connaît peut-être. Mais c'est entre 250 et 300. Il y a un chèque qui arrive, il s'en va. Parce que le problème, le Neymar, il va falloir régler le problème. Tu sais très bien que s'il part, ce sera un moins. Et que tu sais très bien qu'on part. Je suis pas d'accord. Mais tu sais très bien qu'on part. C'est pas possible. Tu sais. Alors, s'ils arrivent à ce coup de génie, tant mieux pour le Paris Saint-Germain. Mais tu sais très bien que quand on part sur une négociation, chacun avance ses pions gentiment et qu'il y a une marge de négociation très forte. Si tu vends un appartement, tu fais la même chose. Donc, tu sais très bien que le Paris Saint-Germain est dans une posture et que le Barça est dans une autre posture. Le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, a peut-être la carte maîtresse. Gilles, c'est le contrat de Neymar. 3 ans. Ils sont là. Le partenariat avec la Banque du Qatar et la fondation au Brésil. Le partenariat plus la banque, plus la fondation. Le chèque, il est arrivé sur le compte en banque de la fondation. Je tiens à te dire quand même, pour ta gouverne, qui devait 75 millions au fisc brésilien. Ça a été réglé. Et Nasser a fait un petit tour de 3-4 jours au Brésil. Ouais. Puis ils l'ont reçu le chèque. Bah oui, donc payé par le Qatar directement. Bon, donc tu penses que dans les négociations avec Neymar, ils en parlent pas? C'est cadeau bonus? Attends, le chèque, il est tombé. C'est quand même pas des blins. Non, mais là, t'es en train de. Non, mais Gilles, toi, t'es en train de m'expliquer que. Non, je t'explique rien. Bah, si, tu m'expliques la vie déjà. Mais là, tu m'expliques qu'à travers 2 déclarations du président du Barça, ils se sont couchés. C'est un mot fort quand même. En quoi ils se couchent? Alors, il a fait un chèque, non? Je crois pas. Non, bah si, il est en train de dire, il veut venir et on n'arrive pas à s'entendre. Il peut pas dire décemment, écoutez, j'ai 300 briques. Voilà, c'est tout. Il peut pas le dire. Il peut pas dire ça. Parce que de toute façon, s'il les a, il fait pas une conférence de presse. Il fait une conférence de presse de quoi? Pour dire quoi? Il n'a pas fait une conférence de presse sur Neymar. Qu'est-ce qu'il a fait à l'origine? Enfin, en quoi il se couche? Parce que jusqu'à maintenant, même le jardinier avait donné son avis. Donc maintenant, pour une fois, on a en quoi il se couche? Il se couche en disant j'ai pas l'argent pour le refaire revenir. Sébastien, je vais peut-être répondre à votre question. Sébastien et Gilles, c'est sémantique. Sébastien, non, moi je dis oui. Sébastien et Gilles, je vais peut-être répondre à cette question. Le Barça a perdu Neymar il y a 2 ans pour 222 millions. Est-ce qu'il serait prêt à racheter Neymar, le même joueur, 300 millions, 2 ans plus tard, dans un climat d'hostilité? J'ai lu le Parisien aujourd'hui ou hier, 70% on va dire des personnalités interrogées proches du Barça sont contre le retour de Neymar, la popularité. C'est pour ça. Donc 222, 2 ans plus tard, blessé, suspendu, 300. C'est encore un joueur qui change le destin d'un match, et il n'y en a pas beaucoup sur Terre. Aujourd'hui, 300 millions. J'adore Cristiano et Messi, mais après, dans la catégorie juste après, et un peu plus jeune, il y en a 2. Alors celui que vous pouvez prendre, et c'est pas 300, c'est 400, c'est Mbappé, il bougera qui est en dessous de Neymar encore. Est-ce que ça répond à 20 ans? Il a 20 ans. Est-ce que ça répond à votre question? Quand il aura 27 ans, il aura 8 Neymar dans chaque jambe. Sur le Barça, aujourd'hui, Gilles, essaye juste d'ouvrir, éventuellement, de t'ouvrir à d'autres trucs, à d'autres horizons. Aujourd'hui, pour le Barça, ils prennent Neymar. Voilà, ils ont réussi leur coup. Ils ne prennent pas Neymar au final. Ils pourront facilement communiquer en disant bon, ils voulaient venir, mais nous, on s'est pas couché justement, et on n'a pas fait n'importe quoi, et ils seront populaires auprès de leurs supporters. Alors, explique-moi en quoi ils se couchent à l'heure actuelle. En aucun cas. Ils sont
royaux. Et ils sont parfaits. Je pense comme toi qu'ils ne se sont pas couchés, mais qu'ils se sont couchés après la vente de Neymar en faisant Dembélé, Coutinho, en claquant des millions sans savoir. Ils ont fait des erreurs de recrutement. Oui, ils sont couchés devant l'argent qu'ils avaient reçu. Ils sont affolés. Ils sont affolés. Non, mais c'est vrai, là, ils sont pas couchés. Ils sont affolés. J'ai pas la même perception. Non, mais qu'en pensent nos copains de gauche? C'est ce que dit Sébastien. Au fond, on a l'impression que le Barça a la main, en fait. Où il gagne, où il gagne. Ah non. Bah oui. Donc il gagne. Il a raison. Ah non, ça non. Je veux bien entendre tout ce que vous voulez, mais ne me dites pas que le Barça a la main à l'heure actuelle. Ils veulent. Non, mais je vais quand même essayer d'expliquer. Il vient de te dire qu'il le veut, Neymar. Mais attendez, pourquoi il dit pas non? C'est pas pourquoi il parle. Il n'a pas besoin de parler. Il a juste à dire, ok, Neymar, on n'en veut pas. C'est simple. Si on me laisse. Le vice-président a parlé, le jardinier a parlé, tout le monde a parlé à Barcelone pour que Neymar revienne. Je vais quand même le répéter. Greg Schneider. C'est-à-dire que où ils veulent Neymar, évidemment, puisque c'est un joueur qui change le destin d'un match. Donc s'ils le font, c'est très bien. Ils vont essayer de faire descendre la Cuenta tant qu'ils peuvent. Donc le seul moyen de faire descendre la Cuenta, c'est de dire qu'ils n'ont pas le pognon, ce qu'ils ont fait ce soir. Donc voilà. Et s'ils ne l'ont pas, malgré leur désir, ils pourront toujours dire ah bah non, il nous a manqué, il nous a trahi, on le prend pas. Et tout le monde sera content. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont deux portes de sortie, une porte de sortie sportive, une porte de sortie en matière d'image. Et le Paris Saint-Germain sera grandi de l'opération parce qu'eux se seront pas couchés. Ils ont gardé Neymar. S'ils ne sont pas couchés, moi, et qu'ils ont gardé Neymar. Vous me dites que alors écoute-moi bien, Grégory. Le 1er septembre, si Neymar rejoue avec le Paris Saint-Germain, tu vas avoir droit toute l'année à ce que je te le mette dans les narines. Parce qu'il rejouera avec le Paris Saint-Germain. Donc le Paris Saint-Germain aura eu raison. Il ne dit pas que Neymar ne jouera plus. Non mais c'est facile de dire ah bah oui, ah bah non. Dites des choses. Oui, il reste. Il me semble qu'on dit des choses, Gilles. Le problème c'est que t'as trop de problèmes dans les oreilles. C'est l'avis de Gilles et on peut très bien l'entendre. Moi, je pense qu'il est plus puissant qu'eux. Puisque Neymar, c'est le football. Donc si les Qataris prennent sur eux d'aller au tas avec ce joueur-là, alors effectivement, d'une manière ou d'une autre, si je peux intervenir dans la discussion, je serais quand même admiratif. Admiratif, mais au bout d'un moment, moi je veux bien, mais il y a un joueur qui s'appelle Neymar, qui a pris la décision il y a 2 ans de partir de Barcelone pour aller au Paris Saint-Germain, il a signé un contrat de 5 ans, au bout de 2 ans ça ne va pas. Mais les contrats, on s'en fout. Ah non mais bon, un joueur comme Neymar, il s'en fout. Donc moi je vais faire pareil, mais je vais éviter de gueuler. Donc il a signé 5 ans. Libre au Paris Saint-Germain de lui dire excuse-nous, mais nous, tu partes au bout de 2 ans, ça nous va pas, et si c'est pour en plus que ce soit pour un prix qui est inférieur à celui qu'on a payé, ça nous va encore moins. Et moi, je pense que la position du Paris Saint-Germain, c'est peut-être de dire, si tu veux vraiment partir, tu vas partir à 300, mais tout en sachant que peut-être que personne ne les mettra, les 300, et après, en revanche, tu vas faire l'année pour justifier ce qu'on te donne chaque année, c'est-à-dire de éventuellement un peu moins sortir, essayer d'être moins blessé. Il est pas responsable de tout, mais il est peut-être pas responsable de rien non plus. Et je pense que Neymar, tu peux, si tu lui parles autre que dans des interviews, en lui racontant la merde, tu peux lui dire, bon, on a une confiance aveugle en toi, tu as des affaires extrasportives, on est derrière toi, on va t'aider. En revanche, sur le terrain, faut que tu nous donnes un peu. Ça fait 2 ans que tu es là, malheureusement pour toi, tu n'as rien fait en Ligue des Champions. Amène cette équipe en demi. Fais franchir un cap. Parce que quand tu es parti de Barcelone, il y avait Messi. Et Messi, il est toujours là. Et si tu veux gagner le Ballon d'Or, c'est à Paris que tu le remportais parce que l'équipe, c'est encore la tienne et c'est pas encore celle d'Mbappé. Tu crois que Neymar, il y en a quelque chose à faire? J'espère qu'il a un peu de fierté. Si c'est un champion, comme vous le dites, si c'est un champion, tu as une fierté, tu te dis, je vais réussir dans ce club-là. Mais tu crois que le discours des dirigeants du Paris Saint-Germain a un impact sur Neymar? Il a eu un impact pour le faire venir. Donc moi, je pense qu'il peut toujours. Non, c'est le pognon qui a eu un impact pour le faire venir. Il a doublé son salaire. Alors qu'à Barcelone, il ira évidemment pour le donner du culte. Tu sais pourquoi ça se fait pas? Parce que le Barça veut pas de Drexler avec. Parce que Paris veut vendre et Neymar et Drexler. Et là, maintenant, il rigole. C'est là que ça bloque. Ok, mes petits. L'actualité du Barça, on en reparle dans quelques minutes dans le Mercato Express avec des déclarations de Bertomeu, puis un feuilleton Griezmann qui n'en finit pas de perdurer. Cocorico a oui le donne à présent. Hugo Humbert en 8e de finale, le Français, pour la première fois de sa carrière, une victoire en 3 manches contre le Canadien Félix Auger-Aliassime. 6-4, 7-5, 6-3, ouais. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. On va commencer par la bonne. Oui. Il a réalisé des points fantastiques. Regardez le point du match. C'est maintenant. La couve de l'équipe Mag. Oui, pour Auger Aliassime. Ah oui. Donc la bonne nouvelle, c'est ça. La mauvaise, c'est qu'en 8e de finale, il affrontera. Rouge direct, c'est sûr. Novak Djokovic. C'est un jaune pour vous. Il a déjà pris un? Non. Si, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Hop là. Il réclame? Non. Ah non, ouais. J'inverse.
non, enlevez la prison pour Schneider, s'il vous plaît. Un scandale. Non, enlevez la prison pour Schneider, par les pouvoirs qui me sont conférés, vous mettez la tour en prison. Voilà. Il a juste... Non, ça vous rouge, merci beaucoup. Il a juste constaté que vous aviez un oubli. Non, je n'oublie jamais rien. On pourrait pas mettre les dents en prison. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en huitième de finale, La dernière émission, on voit son vrai visage. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en huitième de finale, il affrontera Novak Djokovic. Demain, col de hors catégorie pour nos Français à Wimbledon. Pouille, Federer, Tsonga contre Nadal. Ouais. Dans la P1, Greg Schneider nous a affirmé que les deux ne prendront pas de raclée. Attention, est-ce qu'on a le roulement de tambour, s'il vous plaît? J'ai une question à poser à Greg. Tsonga, Pouille, qui peut gagner contre ces deux monstres? Je suis sûr qu'il est chaud, il est chaud. Tsonga, Pouille, lequel des deux peut battre Pouille, Federer, Tsonga, Nadal. Je vais faire un tour, je vais revenir. Et du RIP, c'est bien pour une émission de télé? J'ai quand même du mal à envisager la vie. Ok, d'accord. Donc pas une raclée, mais une défaite. Merci beaucoup. Greg. Allez. Rouge direct pour Grégory Schneider. On dit la mise en prison d'un camarade. Royal au bar. Ségolène Royal parle sport. Et attention, quand elle parle sport, ça déménage. L'ancienne candidate à l'élection présidentielle était l'invitée d'Alexandre Delperrier chez Yahoo Sport. Attention, imitation, à ma droite. Comment? Oui. Il a tous les talents, sauf celui de l'imitation. Donc elle adore, Ségolène Royal, le sport féminin. Oui. Et veut mettre le sport féminin à toutes les sauces. Attention, c'est la séquence Royal au bar, lancée par un dernier oui de Dominique Sévrac, à la manière de Ségo. Oui. On regarde. En quelques semaines, ces athlètes femmes ont fait plus pour la cause des femmes que des mois et des années de discours et de combats. Et la projection des petites filles dans ces athlètes fortes et efficaces, joyeuses et féminines, garder les cheveux longs, elles sont maquillées, et c'est ça. Ce sont des femmes. Et ce sont des femmes. Et c'était évident que ça allait faire de l'audience. Moi, ça ne m'a pas surprise. Eux, ça les a surpris. Parce que, une fois de plus, il y a une hiérarchie. On considère que le sport féminin est moins intéressant parce que moins puissant, etc. On a entendu un nombre de bêtises incalculables pour justifier et qui continuent à être utilisées. Je vais vous donner un exemple. Sur Roland Garros, les femmes, c'est en 3-7. Les hommes, c'est en 5-7. Depuis des années, on dit mais pourquoi les femmes c'est en 3? Parce que ça n'intéresse pas. Il ne faut pas occuper trop d'antennes, c'est pas intéressant. Donc on est dans un sous-modèle homme-femme par rapport au tennis. C'est quand même extravagant. Et pourquoi c'est les femmes c'est le samedi la finale et les hommes le dimanche? Pourquoi c'est pas tiré au sort? Donc moi ce que je demande c'est que les finales les femmes soient en 5-7 et que les tirages soient au sort. Et dans toutes les fédérations sportives, il faudrait analyser et remettre en cause les discriminations inconscientes ou parfaitement conscientes sous prétexte que le sport féminin est un sous-sport, en gros, et qu'aux prochains Jeux Olympiques, on voit autant sur les télévisions du sport féminin, mais bien sûr, peut-être un jour même des équipes mixtes. Pour moi, ça serait formidable, des équipes mixtes. On me dira c'est impossible, mais qu'est-ce qu'elle raconte, etc. Et pourquoi pas? Pourquoi pas du foot à équipe mixte? Vous imaginez le spectacle? C'est extraordinaire. Le fond, mais Oui. Il a tous les talents. Finale en 5-7 pour les dames. Football mixte. Quelle est la proposition la plus grotesque de Ségolène Royal? Attention, Grégory Schneider a 1 minute pour vous convaincre et nous convaincre, puisque Greg nous a dit aucune des deux n'est terrible et n'est idiote et n'est imbécile. Attention, vous avez 1 minute pour nous convaincre. On va juste baisser un peu la lumière, voilà, se mettre dans un climat de confession et de confiance. C'est la séquence décryptage de Greg. On y va. Vas-y Greg. Alors, elle fait semblant de découvrir la Lune, mais elle enfonce des portes ouvertes. C'est des choses qu'on lit depuis longtemps dans la presse américaine, par exemple dans le New York Times sur le football mixte. Alors, déjà, première chose, le tennis en 5-7. Que je sache, les marathons, les femmes courent le marathon, ça s'arrête pas au bout de 30 bornes. Le foot féminin, ça s'arrête pas au bout de 60 minutes. Je vois pas pourquoi le tennis ferait exception. Donc ça, pour ce qui est du tennis féminin en 5-7, effectivement, ça me semble assez légitime. Mais, je le répète, elle enfonce une porte ouverte. Le football mixte, on a lu pas mal de papiers dans le New York Times dessus. C'est pas, alors, ça changerait la nature profonde du jeu, mais ça changerait le foot de A à Z, mais
c'est jouable, c'est faisable. On peut décider, il y a 5 filles, 6 hommes, il faudrait décider des postes, il faudrait décider de la manière dont ça se passe, mais c'est quelque chose qui est jouable. Alors même si ça changerait radicalement le sport. Il y a déjà des relais mixtes en natation, il y aura des relais mixtes aux prochains Jeux Olympiques. C'est quelque chose qui peut être envisagé si on enlève ces œillères, ce qui manifestement semble pas dans les habitudes de Bertrand Latour, mon voisin. Attention, Greg Schneider a 1 minute pour me convaincre. Attention, a-t-il convaincu les téléspectateurs, a-t-il convaincu les chroniqueurs? Il y a tellement de choses. Attention, j'ai l'impression que le plateau est en feu. Habillage à l'américaine, on y va. À la presse américaine. Bertrand Latour, vous a-t-il perdu? Oui, merci beaucoup. Gilles, vous a-t-il convaincu? Convaincu? Oui. Non. Dominique Sévrac, convaincu par Greg? Non, malheureusement, non, le football mix, je vois pas du tout. Ok. Sébastien Tarago, vous a-t-il convaincu? J'ai trop de respect pour Grégory pour dire ce que je pense. Ok. T'as le droit de dire que t'es pas convaincu. Ah non, ça c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que je suis pas convaincu. J'aimerais, parce que je vais oublier. J'ai accorde-moi une seconde, je t'en supplie. Le marathon, ils en font tous les 2 jours? Non. Tous les 5 jours? Et alors? Tous les 10 jours? Et les hommes en font tous les 2 jours, tous les 5 jours, tous les 10 jours? Alors, attends, mais les hommes ont des parents comme les femmes. Non mais alors ça, attends. Tu vas pas quand même pas m'expliquer qu'au niveau physiologique, les hommes et les femmes sont égaux. Non, bien sûr. Merci. Donc, si jamais elles font, non mais tu prends l'exemple du marathon. Elles courent, les femmes, 42 km, 180. Ok, comme les hommes. Voilà. Mais au tennis, ils jouent tous les 2 jours. C'est pour ça, je veux dire, il y a un moment, là, on perd le sens des réalités. Surtout que la raison qu'elle donne, si les femmes jouent 5-7 tous les 2 jours, je pense que ça peut poser un petit souci. Premier point. Donc, ton analogie avec le foot, elle joue à la même fréquence et c'est la même métrique. Accorde-moi 1 minute. Ton analogie avec le marathon me paraît pour le moins douteuse. Après, tu me parles sur le foot. Non, mais parle-moi des 60 minutes et des 90 minutes du foot. Non, mais ça, alors, on va aller là-dessus. Parle-moi de ça. Non, attendez. Tu me parles du relais mixte en natation. Il me semble que sur un relais mixte en natation, c'est chacun son tour. Ouais. On est d'accord? Oui. Ok. Il me semble que si on joue au football à 11 contre 11, avec des femmes et des hommes dans la même équipe, c'est en même temps. Tout à fait. Il me semble que là encore, ce n'est pas porté être un misogyne absolu que de constater que là encore, au niveau physique, il y a des différences entre les hommes et les femmes. Parce que allons jusqu'au bout des choses et faisons un combat de boxe entre Estelle Mosley et Tony Yoka. Ça peut être intéressant. Allons-y. Non? Eh bien, c'est exactement la même chose en football. C'est-à-dire que je pense que ce ne serait pas rendre service aux femmes que de faire cela. J'ai lu, il n'y a pas très longtemps, une interview avec, je crois, d'Amandine Henry, avant la Coupe du Monde, où elle-même expliquait qu'à l'âge de 12 ans, ça devenait trop dur pour elle et qu'elle ne pouvait plus jouer avec les garçons. Ou 13 ans, je ne sais plus qu'est-ce qu'elle a dit. C'est-à-dire que là, il y a un moment, on dit des bêtises qui dépassent l'entendement. C'est insensé de dire qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Personne n'a jamais dit ça. Si demain il y a un duel entre Paul Pogba, et encore c'est pas le plus méchant, entre Paul Pogba et Amandine Henry, je pense que ça peut poser un vrai souci, ne serait-ce que de santé publique. C'est-à-dire qu'à un moment, de santé publique, pardon, de santé. C'est-à-dire qu'à un moment, je pense qu'il va y avoir des séjours à l'hôpital. Gilles Favard, on écoute un deuxième contradicteur qui n'a pas été convaincu. C'est incroyable, j'arrive même pas à comprendre. De Greg, question de ne pas être convaincu, mais pour que j'ai un peu de mémoire, il y a une quinzaine d'années, le tennis mondial, et notamment les masters féminins, ils l'avaient passé en 5-7. Ils l'ont fait. Il faut retrouver les dates, ils l'ont fait. Ils ont vite arrêté. Ils se sont vite arrêtés, tout de suite. Ils l'ont fait pendant une année. Il y a eu les masters, je suis sûr qu'ils l'ont fait au meilleur des 5-7. Peut-être que la finale, femmes, ils avaient essayé de trouver, à cette époque-là, les femmes, il y avait énormément de femmes qui étaient, on va dire, le truc était très compétitif, où il y avait une émulation, ce qu'il y a plus un petit peu moins à l'heure actuelle. Le tennis féminin est un peu moins productif que le tennis masculin, parce qu'il y a des monstres, mais ça, c'est cyclique, c'est pas la question. Donc ils ont essayé, ils ont arrêté. Donc il faut déjà pas dire qu'ils l'ont jamais fait, ils l'ont essayé.
Ils ont arrêté parce que, au détriment du jeu, le jeu perdait de sa saveur. Parce que les femmes, au bout de 3 heures, 4 heures de jeu ou 5 heures de jeu, comme il l'a très bien dit, physiquement, peuvent pas produire un jeu attrayant. Attendez, Dominique Dehaye, après 1984-1988, finale du Masters au meilleur des 5-7. Voilà, donc ils l'ont fait. Juste la finale ou Ce qui me dérange. Juste la finale. Dominique Sévrac. Je sais qu'ils l'ont fait. Dominique je sais qu'ils l'avaient fait. Ça, je me souvenir de ça. Ce qui me dérange, c'est que tu pars du prends pour argent comptant tout ce qu'elle dit. Alors, elle est peut-être très compétente. Non, mais c'est pas pour l'environnement. C'est des trucs qui traînent depuis longtemps. Quand elle dit que le tennis féminin se joue au 3-7 parce que les télés veulent que ça aille vite, parce que les gens ça les intéresse, c'est faux. C'est pas pour ces raisons-là. C'est pas pour ces raisons. Elle ment aux gens qui la regardent. Oui, mais donc elle dit n'importe quoi. Mais déjà, bien sûr qu'elle dit n'importe quoi. Déjà, elle dit le contre-vérité. T'aurais pu la rectifier, ça aurait été plus sympa. Après, le football féminin-masculin, mais la mixité, elle existe déjà, Greg. Le foot, c'est le sport où tu peux être grand, petit, noir, pas noir, tu peux être bon dans les buts, pas bon dans les buts, tu peux jouer devant, tu peux jouer derrière, tu peux être gaucher, tu peux être droitier. La mixité, elle est partout dans le football. Qu'est-ce que tu vas en rajouter une artificielle alors que dans une équipe, il peut y avoir déjà 11 personnes très différentes. Dominique, ça ne sert à rien. Dominique, ça ne sert à rien. Ce que j'ai écouté également, la minute pour convaincre de Grégory Schneider en 2020, et ça va se réaliser, au JO Tokyo, il y aura un relais homme-femme, un relais mixte sur le 4 fois 400 mètres. Est-ce que cette mixité-là, elle est... il n'y a pas de confrontation entre les hommes et les femmes. C'est comme la natation et l'exemple qui est donné par Grégory. Oui, bravo, je le constate comme lui que ça existe. Oui, mais il y a des femmes dans l'autre équipe. C'est des hommes et des femmes. Mais oui, voilà. Donc il y a pas. Mais oui, mais il n'y a pas de confrontation. C'est chacun son tour. C'est chacun son tour. Il n'y a pas de confrontation physique. J'ai entendu. Sinon même, tu vas renier tout, parce que par exemple, il faudrait dans ce cas-là qu'on aille jusqu'au bout. C'est-à-dire que et il y aurait d'autres problèmes. Ils sont 11 au foot, je crois. Ouais. Donc c'est ça. Alors attention. Qui c'est qui est à 5 C'est 5 garçons ou 6 garçons. Ouh là là là. On va vers les problèmes là déjà. Mes petits, c'est déjà la pause. On a beaucoup parlé, très intéressant. Dans quelques minutes, un sujet tranquille, un sujet serein. Fourcade contre Jalabert. Jalabert contre Fourcade. L'inimitié date de 2014, pardonnez-moi. Et ce mois-ci, ou il y a quelques jours, eh bien, Laurent Jalabert a répondu à Martin Fourcade. On en parle juste après la pause. Je vous laisse encore quelques moments pour encourager Grégory sur le compte Twitter. C'est fini pour ces années? Ah oui. Ça a été. Non mais... Dernière ligne droite de l'équipe du soir avant les vacances. Et pour fêter ces vacances, on vous offre le maillot jaune à la veille du début du Tour de France. Regardez ce beau maillot qui fête ses 100 ans, compte Twitter de l'équipe du soir. Vous retweetez et vous followez. On est ensemble, on est déjà un peu à la bourre avec un thème de retard. Et c'est de la faute de Gilles Favard, de Grégory Schneider, de Bertrand Latour. Non, pas par rapport au dernier débat d'ailleurs. On va se dire les choses. On va se dire les choses. Dans 30 minutes, on est en vacances. Dominique Sévrac et Sébastien Tarago. La minute pour convaincre. Greg Schneider, vous êtes-il convaincu? Si vous gagnez le duel, alors s'il a au-dessus de 18%, et là, on est dans. Greg Schneider, vous êtes-il convaincu? On affiche les résultats. C'est Ségolène à voter ou pas? C'est parti. J'avais au-dessus de 18. Merci les gars. Vous avez 17%. Excusez-moi, vous avez 17%. Non, 17% d'opinion toujours. Vous avez un petit ratio. C'est à peu près ce qu'elle fait dans les élections maintenant. C'est le socle familial. Je pense qu'ils ont confondu le message et le messager. Ouais, c'est vrai. Très bon. En tout cas, dans le New York Times, on en parle. Encore une qui confond coco et abricot. Jalabert contre Fourcade. Jalabert contre Fourcade. On n'est pas là pour faire une revue. Jalabert Fourcade, c'est passionnant. Comme dirait, tu vas nous laisser parler. Alors là, comme dirait Jacques Brel, on a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan. En 2014, donc, Martin Fourcade attaque Jalabert dans l'équipe. En France, d'anciens dopés commentent les courses à la télévision. Je n'ai rien contre Laurent Jalabert, mais c'est une honte que le service public l'embauche. Il a triché, il a menti, il incarne tout ce qu'on devrait combattre, et au lieu de ça, il se retrouve à répandre la bonne parole. Le b.a.-ba, c'est qu'on ne revoit plus ceux qui ont été pris. Sinon, en résumé, le mec se dope, il se fait plein de thunes, il se fait prendre, il en souffre pendant 3 ou 6 mois et après il sort un livre. Se fait encore de l'argent, il devient commentateur télé, c'est dingue quand même. Ça me choque vraiment parce que à côté de ces mecs, il y a des gars honnêtes qui ne trichent pas. Dans Pédale, 5 ans plus tard, Laurent Jalabert répond à Martin Fourcade. Ça me fait bien marrer d'entendre des sportifs dominant leur discipline ouvrir leur gueule. Faudrait m'expliquer pourquoi d'un coup, cela ne marche plus pour eux. Quand j'avais son âge,
Martin Fourcade a 30 ans, les mecs me mangeaient dans la main aussi. Hein. Je suis en pleine santé à 50 ans et j'espère que tout ira bien pour lui. Je ne suis pas suspicieux, mais je ne comprends pas ceux qui l'ouvrent comme cela. Il fait du biathlon, qu'il reste dessus. On lui demande pas d'ouvrir sa bouche sur le cyclisme, un sport qu'il ne connaît pas. Je me garderais bien de le faire sur son sport. Alors Laurent Jalabert a-t-il bien répondu à Martin Fourcade? C'est nul. Absolument, mais c'est magnifique. C'est pathétique. C'est nullissime. Mettre 5 ans pour dire t'as pas le droit de parler de cyclisme parce que tu fais du biathlon. 5 ans pour dire ah ben non, c'est oui. Non, attendez, il fallait le temps de la réflexion. Ah ouais, franchement, 5 ans. Bertrand Latour. Toi, t'es biathlète, tu parles pas de cyclisme. Bertrand n'a pas le même avis que vous. Bertrand, on y va. Il passait sur avec le Royal, Jalabert, non? Bertrand. T'as fini? Mais non, c'est simplement que Laurent Jalabert, il n'a jamais eu l'occasion de s'exprimer là-dessus, qu'on lui pose une question et il répond ce qu'il pense. Okay. Et moi, je n'ai pas souvenir que Laurent Jalabert ait été suspendu pendant sa carrière pour des questions de dopage. Ah bah, il a quand même, il n'a pas été suspendu. Bah oui, mais non, mais attends. Bah oui, mais tu sais, Lance Armstrong, il a été déchu de ses titres. A posteriori. Mais il n'y a pas eu un contrôle positif. Laurent Jalabert, il y a eu un contrôle de ses urines a posteriori. Et il a été convaincu de dopage à l'EPO. C'est sorti lors d'une commission sénatoriale. En 2013, suite à une enquête de la commission sénatoriale où Laurent Jalabert avait révélé s'être dopé sur le Tour 98, France Télé l'avait suspendu d'antenne pendant une semaine. La question, c'est trop, c'est trop peu. Je pense que Martin Fourcade dit que c'est trop. Il y a quand même une grande différence. Martin Fourcade, Martin Fourcade, il est formidable, c'est très bien ce qu'il fait. Mais je peux dire 4 mots ou pas, sans déconner. Vous êtes trop lourd à la fin. Je vais être gentil, mais ça va quoi. C'est simple. Martin Fourcade, c'est top ce qu'il fait, ambassadeur de son sport, le sport propre, magnifique. Mais sincèrement, de quel droit se permet-il de faire des raisonnements sur un sportif qui a 50 barreaux, qui n'a pas évolué à la même génération que lui dans cette discipline-là. Une discipline qu'il ne connaît pas, puisqu'il ne la pratique pas. C'est pas une tare, il a le droit d'en parler. Mais excuse-moi, qu'est-ce qu'il connaît du cyclisme? Comme il le dit, pour moi, Laurent Jalabert, il n'a pas des raisonnements à recevoir de Martin Fourcade, qui devait sans doute avoir même pas 10 piges quand Jalabert était professeur. Si tu vas sur ce terrain, on va te le ressortir souvent. Je fais deux choses. Aucun souci. Attendez, Greg, il y a un mot qui me semble-t-il est assez important dans la critique initiale de Fourcade, c'est le mot service public. C'est-à-dire que, en tant que citoyen, tu as le droit de t'interroger sur le fait que le mec qui raconte la messe au micro lors du Tour de France, sur le service public, fait juste des analyses sur le cyclisme. Mais tout est lié. Ce que je veux dire, c'est qu'il a quand même, il a bafoué les règlements de son sport puisqu'il a été contrôlé positif. Donc on peut quand même, bon voilà, première chose. Deuxième chose, Fourcade en plus est sportif de haut niveau, multiple médaillé olympique, et qu'on me raconte pas que sur le biathlon, la problématique du dopage est absente, parce qu'il y a le moins qu'on puisse dire, et que les fondeurs, ils sont confrontés. Donc moi, et l'autre qui dit ouais, de toute façon, t'es pas cycliste, t'as pas parlé, mais rien qu'en tant que citoyen, j'ai le droit de parler, puisque je paie des impôts et je paie son salaire. Donc je veux dire, il y a des arguments. Non mais voilà, c'est le niveau des footballeurs qui disent t'as pas joué au football. Il a le droit de répondre. Oui, il a le droit de répondre. C'est une discussion sans fin. C'est-à-dire que si vous avez envie de tuer un mec, et ben Jalabert, il a fait une connerie une fois dans sa vie, il va vous le tuer, il est mort. Il est mort, c'est ce que fait Fourcade. Alors moi, je vais souhaiter un truc à Fourcade, qu'il lui arrive jamais rien. Oui, mais parce que ce que vous venez de faire là, on lui ressortira. Mais c'est pas la question. Il peut faire demain, il peut prendre la voiture, il peut écraser un môme sans le faire exprès, Il peut tout arriver dans la vie. Il s'est pas dopé là, c'est tout Jalabert. Mais quelle est la... Donc toi, il a le droit à deux. Mais quel est le problème? C'est-à-dire que Jalabert n'a plus le droit de travailler, n'a plus le droit de sortir dehors. Mais si, c'est ce que vous dites. Non, vous dites il est sur le service public. Mais non, il n'a pas le droit de. Non, attendez. Je viens d'apprendre, et de tous les deux, qu'il a. Mais même Sébastien, je vais le mettre dedans, il n'a plus le droit à une seconde. Je n'ai jamais dit ça, je t'interdis de dire ça alors que je ne l'ai jamais dit. Vous êtes des justiciers. Je t'interdis de dire ça puisque je ne l'ai jamais dit, Gilles, merci. Moi, je dis juste deux choses. La question, je réponds à une question. Non, si. Tu dis beaucoup de choses, Grégory, après tu te plantes. Non, t'as dit le mec il a le droit de faire. Si tu te plantes. Non, vous avez dit. Non, j'ai dit que Fourcade avait le droit de dire ce qu'il a dit. C'est tout ce que j'ai dit. Je dis que Jalabert a le droit de dire ce qu'il a dit. Voilà, c'est tout. Et je dis que vous êtes des justiciers de la vie. Non, et personne ne m'interdira de le dire et de le penser. Gilles Favard nous dit quelque chose. Dis ce que tu veux, mais dis pas qu'on a dit des choses qu'on n'a pas dit. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Il n'y ait jamais de problème dans votre vie. Gilles Favard. Non, pas tout le monde. La preuve, Jalabert, il n'a pas le droit. En fait, on parle pas de la même chose. Personne n'a dit ça.
Bah, moi, je n'ai pas dit ça. Travailler à France Télévisions parce que vous payez une redevance. Gilles Favard, moi, je n'ai pas dit cela et je t'interdis de dire que j'ai dit cela, que je ne l'ai pas dit. Merci. Ok. Je pense que Gilles Favard nous dit simplement le truc, la perpétuité ou l'amnistie. Est-ce que finalement c'est la vraie question? Est-ce que voilà? Non. Est-ce que mais non. Bah, Non, mais après, c'est en tout cas, c'est la réflexion de Gilles. On peut dire un truc. Juste, on est en train de parler, mais qui l'emploie? C'est France Télé. Oui. Donc ils lui ont donné une deuxième chance. Oui. Donc notre avis, il compte pas parce que de toute façon, parce que vous militez pour que la deuxième chance, elle est là. Si vous donnez. T'as dit on paye la redevance. Assumez comme là. T'es contre. Assume. Moi, ça ne me plaît pas. Vous voyez bien que j'ai perdu. Puisque non, t'as pas perdu. C'est l'emploi. Il lui donne une tribune. Il a le droit de commenter. Ce que dit Gilles, c'est vrai qu'on peut pas condamner un mec. On peut pas condamner un mec. Mais nous, c'est pas ce qu'on a dit. On a dit que le point de vue de Fourcade s'entendait et que la réponse de Jalabert était faible. C'est pas condamner un mec à vie. Non mais j'entends ce que tu dis. Voilà, c'est pas condamner un mec à vie. Mais voilà. Parce que Fourcade, lui, le condamne à vie. Mais désolé. Oui, mais il a le droit. C'est son point de vue. La question, j'ai le droit de dire qu'il le condamne. Mais la question, Gilles, n'est pas celle-ci. La question, c'est Jalabert a-t-il bien répondu à Fourcade? C'est ça la question, me semble-t-il. Donc si on peut plus répondre aux questions sans être accusé de vouloir condamner à vie Laurent Jalabert, alors on ne discute plus, on fait plus de débat. Moi je dis juste qu'aujourd'hui, moi je suis en désaccord avec 90% des choses que dit Fourcade là. Ouais. Mais après, il y a une grande différence entre les deux. C'est qu'il y en a un qui n'a jamais été convaincu de dopage, peut-être le soit-il un jour, moi j'en sais rien. En tout cas, alors qu'il n'a jamais été convaincu de dopage, et l'autre a été convaincu de dopage. C'est la différence fondamentale entre les deux personnes dont on parle aujourd'hui. 1 minute pour un mercato express, vraiment express mais petit. Ok, on y va. Nasri Anderlecht, c'est officiel, son contrat 1 an plus 1 en option. Balotelli, tiens, n'ira pas à Parme, c'est le président de Parme qui l'a confié au site Calcio Mercato. Balotelli sans club, c'est possible à la fin du mercato? Non, c'est une oreille, son agent, il va trouver un truc, même un melun. Benjamin André. Chambly. Lyon s'intéresse à Benjamin André. Information, l'équipe. Bonne idée. Ouais, ok. Pogba, Raiola, son agent déclare au Times. Tout le monde à Manchester connaît le souhait de Paul Pogba. On est en plein processus. Alors, en clair, c'est quoi? C'est la Juve ou le Real? Il veut aller à la Juve. Il veut aller à la Juve maintenant? Ok, d'accord. Zubizarreta serait excellent au Paris Saint-Germain, mais à l'OM, il faut utiliser du système D. Est-ce que c'est un compliment ou est-ce que c'est une vacherie signé Pape Diouf sur RMC? Une vacherie. Je suis même pas sûr qu'il serait excellent au Paris Saint-Germain. À Reims, David Guillaume confirme que Rémi Houdin est sur le marché. Houdin peut-il réussir dans un grand club français? Houdin, il a le grand club français. C'est quoi? Lyon, Marseille. Non. C'est difficile à dire. Je pense qu'on ne peut pas lui interdire quand même complètement. Mes petits, côté feuilleton Griezmann, on est à un tournant. Griezmann à 200 millions, je vais tout vous expliquer. C'est en tout cas ce que réclame l'Atlético Madrid. Tout est une histoire de clause. À partir du 1er juillet, la clause de Griezmann passait de 200 millions à 120 millions. En fin d'après-midi, José María Bartomeu a déclaré ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ça. Il dit rien. Il dit ça quand? Il va le dire. En fin d'après-midi. Dans le foot. Hier, nous avons eu une réunion avec Miguel Angel, le directeur général de l'Atlético. Je n'y étais pas, mais on a commencé à voir si le transfert pouvait se faire. Je ne dirai rien de plus, mais oui, on est intéressé par Griezmann. C'est pour cela qu'on s'est réunis. Premier contact, juste après cette déclaration, contre-attaque de l'Atlético Madrid par voie de communiqué. Il accuse le Barça d'avoir incité le joueur à rompre son contrat au moment où le club jouait contre la Juve en Ligue des Champions, c'est-à-dire le 12 mars dernier, c'est-à-dire avant le 1er juillet. Et on revient à la clause. Donc de 200 millions à 120 millions. L'Atlético peut-il réussir ce coup de poker et vendre au Barça Griezmann pour la somme de 200 millions? C'est de la légalité, c'est de la légalité. Si Barça et Griezmann se sont mis d'accord avant le 1er juillet, c'est 200 millions et c'est tout, c'est comme ça. Non, mais il faut le prouver, il faut le prouver. Tout le monde sait qu'ils se sont mis d'accord bien avant. Tout le monde le sait. S'ils ont signé un pré-contrat, par exemple. Oui, mais ça n'a pas de valeur. C'est entre eux, donc de toute façon, il restera entre eux, le contrat. Et ça n'a pas de valeur. D'ailleurs, le Barça, à un moment, on a pensé qu'ils pouvaient s'en détacher. Ils auraient parfaitement pu. Donc, la réalité, c'est que bien sûr qu'ils ont discuté avant et qu'ils se sont mis d'accord avant, mais que ça se fait dans à peu près 90% des transferts. Quasi. 90% des transferts, c'est le cas. Gilles, quand il y a c'est illégal. Gilles, quand il y a un litige, il y a un arbitre, il y a quoi? Il y a la FIFA. La FIFA? Ouais. La FIFA, elle va demander quoi? Dans ce genre de... D'abord, pour aller à la FIFA, il faut avoir des biscuits, il faut avoir des preuves. C'est pas des parlottes.
pré-contrat, est-ce que ça marche? Parce qu'on ça n'existe pas, les pré-contrats. Les pré-contrats, c'est dans le subconscient des gens. D'accord. Ça n'existe pas. On signe des pré-contrats quand on est libre. Quand on est libre, 6 mois avant, on prépare les contrats. Mais des pré-contrats, ça n'existe pas, ça n'a aucune valeur. Donc c'est un coup de poker, mais ils n'ont pas de carte maîtresse. C'est pas un coup de poker, il l'a dit, Sébastien a dit, 90% des transferts ne sont pas comme ça. Je dirais 99,99 des contrats. Quand vous contactez quelqu'un, vous le contactez jamais. Surtout là, ils n'auront pas attendu le 1er juillet pour le contacter. Maître Favard. Il y a bien longtemps qu'ils savent que Griezmann va aller à Barcelone. Mais encore là, le président, qui s'est soi-disant pas couché, il est encore couché. Voilà, il est toujours pas levé. Maître Favard. Sur Griezmann. Sauf qu'il va voir Griezmann à 120 millions. Regardez, contact. Maître Favard, regardez. Andorre-France, c'était le 11 juin dernier. Contact avec Antoine Griezmann, on lui parle de sa future destination. Écoutez ce qu'il nous répond. Qu'est-ce qu'il nous dit? Mais voilà, je vous demande un peu de patience et comme j'ai dit, je sais où je veux aller, donc voilà, moi aussi je suis impatient que tout ça se termine, donc voilà. On est le 11 juin, avant le 1er juillet. Il n'a pas cité. Il n'a pas cité. Il n'a pas dit j'ai signé, je vous le dirai après. Il a un papier où le 1er juillet, il a 120 millions. Ils paieront 120 millions. L'Atlético de Madrid, ils ne cherchent pas à gagner de l'argent. Ils ne sont pas montés en chaussettes. Ils ont des documents. Ils ont des choses. Ok, mes petits, le tirage au sort va s'effectuer dans quelques minutes hors antenne par un huissier de justice, Maître Folas. Le quiz, maillot jaune. Pourquoi le maillot du leader du tour est-il jaune, mes petits? Parce que le journal était jaune. Le était jaune, vous l'avez dit tout à l'heure. L'auto, l'ancêtre de l'équipe, était jaune. Qui a porté le premier maillot jaune de l'histoire? Eugène Christophe, c'est une bonne réponse. Christophe Petit, Bertrand Latour. En quelle année? C'est moi. 1919. Merci beaucoup, c'est logique. Quel nom, ou en plus, ses initiales étaient brodées sur chaque maillot? HD, pour dire Henri Desgranges. Combien de Français ont porté le maillot jaune depuis les années 90? Depuis les années 90 90. Combien de Français? Il y en a eu 8. 8 pour Dominique Sévrac. Non, c'est pas pour moi. 11. 8, 11. Mais il y en a eu 12. 12. Gilles? Tu comptes là? 8, 11, 12. Comment? 11. 8, 11, 12, 11, 6. 10. 10. Quali 12? Moi. 19. Bonne réponse. Bonne réponse de Sébastien Tarago qui marque le dernier point de la saison. Oh, bravo. Le dernier point de la saison, c'est le point nord, mes petits. Ça vaut 40 points. Regardez. 40 points. C'est le all-in. C'est pour Sébastien. Merci beaucoup, mes amis. On a pris énormément de plaisir à faire ces débats. Voilà. On n'arrête pas de me parler dans l'oreillette en me disant dimanche, il y a la finale. Il y aura l'équipe, évidemment, l'équipe du soir pour débriefer cette finale entre les Pays-Bas et les États-Unis. Du football féminin. Ok, et ben voilà, merci de cette promo, Gilles. On vous embrasse et on vous dit à la rentrée. Ciao. Oui, bien sûr.